Si donc on veut bien admettre la propriété privée comme droit fondamental, dont en outre l'utilité est autant sociale que personnelle, il faut aussi admettre le droit à transmettre. On peut ainsi dire en un sens que l'héritage est ce qui chez quelqu'un lui donne occasion d'élargir l'intérêt égoïste au-delà de sa personne propre pour l'étendre à sa descendance à égalité de traitement et par degré décroissant d'éloignement par rapport à lui, sans pour autant le contraindre à une psychologiquement difficile, voire impossible, élévation à l'intérêt général que supposerait le fait d'œuvrer pour la constitution et l'entretien de propriété, mais avec succession publique. Ces arguments semblent plus puissants que les précédents, sans nous faire oublier pour autant le problème de l'inégalité. Le droit moderne des successions a finalement tranché. Premièrement, par la primauté de la succession privée sur la succession publique, qui n'est le cas que par défaut d'héritier, mais aussi, deuxièmement, par l'abolition de la primogéniture et des substitutions, qui a permis la plupart du temps un émiettement heureux des très grandes propriétés foncières et immobilières. Et surtout, troisièmement, par la progressivité de l'imposition, dans l'intention de favoriser une correction des inégalités de succession, correction d'ailleurs très relative et souvent contournée par de multiples biais plus ou moins orthodoxes. Comme on peut donc le constater, notre droit moderne a cherché un équilibre dans le débat philosophique que nous venons d'évoquer. Équilibre qui toutefois tend à être fragilisé par une série de dispositions fiscales en faveur de la transmission sans véritable contrepartie du côté de la recherche de l'égalité. Mais l'héritage ne tient pas seulement dans le rapport aux proches auquel se limite pour l'essentiel la transmission matérielle et celle du capital symbolique familial. Il est aussi transmission beaucoup plus large par les œuvres de l'esprit et de la culture dans une société donnée. On parle en ce sens de l'héritage d'un auteur, de l'héritage d'un fondateur pour une école de pensée, de l'héritage d'un moment antérieur de la civilisation, l'héritage grec, romain, chrétien, et même aujourd'hui l'héritage commun de l'humanité, à propos de ce qu'on reconnaît comme un patrimoine justement commun à cette même humanité. Au fond, avons-nous raison de penser notre rapport au contenu culturel transmis en termes d'héritage ? C'est ici le deuxième problème que l'on peut succinctement évoquer. Le dictionnaire nous dit que si l'on parle d'héritage en ce sens, c'est parce que l'on considère ce qui est transmis comme s'il l'était par succession. Autrement dit, l'héritage culturel est une extension du sens juridique de la notion qui suppose une double opération pour ainsi dire contraire. D'une part, pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait mort. La succession ne peut être ouverte qu'après la mort. On ne pourra ainsi parler de l'héritage de la société industrielle que si on considère que c'est une forme historique morte, autrement dit comme forme du passé. Mais d'autre part, parler d'héritage suppose en même temps et paradoxalement que quelque chose du passé a échappé à la mort et se retrouve dans notre présent, rattaché à une nouvelle forme de vie qui en est désormais le support actuel. Et c'est en ce sens seulement que nous en sommes les successeurs. L'idée héritage culturel suppose par conséquent que l'on ne se rapporte ni au passé comme s'il était passé, c'est-à-dire en historien qui s'attache justement à le considérer dans sa forme singulière, ni non plus que l'on prenne le passé pour une forme qui serait purement et simplement le présent. Par exemple, en lisant les anciens comme s'ils étaient des contemporains, ou en nous mouvant dans la culture grecque comme si on visitait la Grèce contemporaine. L'héritage est du passé présent et du présent passé. Autrement dit, il est exception qui semble échapper à la règle du partage entre les différents moments du temps. Le travail d'inventaire et de mise à jour de nos héritages est ainsi un travail généalogique, de repérage, des filiations, qui suppose un aller-retour entre le passé et le présent, par lequel il s'agit de retrouver dans le passé ce que nous tenons de lui. Travail de la mémoire, plus qu'exercice historique. Hommage rendu aux morts, repérage d'un dû, plutôt que questionnement des formes du passé. On voit ainsi en quoi il est légitime de s'interroger sur l'opportunité de nous rapporter au contenu culturel transmis en ces termes. Parler d'héritage, c'est le plus souvent en effet inviter à un respect inconditionnel à une tradition. C'est en appeler à une intégrité à transmettre sans lui porter atteinte, et ce, dans la mesure où elle apparaît comme constitutive d'une identité présente que l'on fonde plus sur l'autorité de contenu qui transcende les individus que sur leur légitimité intrinsèque. L'héritage, comme c'est le cas en droit, est ce qui semble par principe universel, même s'il est particulier dans ses contenus, en ce sens que l'on ne peut le morceler lorsqu'on le reçoit. C'est au tout d'un patrimoine culturel que l'on succède, et ce, sous peine d'en perdre le sens même et le caractère structurant.
Mais la comparaison avec le droit peut aussi nous guider pour nuancer cette perspective. Si en droit, il n'est pas possible de n'hériter que d'une partie, parler d'héritage n'exclut pas non plus la possibilité du renoncement, qui protège l'héritier d'un passif successoral dont il ne saurait être tenu pour responsable, ou tout simplement qui lui permet de librement renoncer à ce dont il ne veut pas être redevable. De même, dans le champ de la culture, où les rejets d'héritage apparaissent souvent comme constitutifs de l'attitude philosophique, artistique, culturelle, d'une hyper-modernité qui cherche ses racines dans les fruits à venir plutôt que dans les soubassements du sol nourricier du passé. D'où la crise de l'héritage et de la transmission, d'où la suspicion qui porte sur la notion elle-même. Or, comme l'héritage est encore et toujours présent en négatif dans la forme qui le rejette, il est inévitable que l'on en trouve des éléments dans les formes nouvelles, et ce, envers et contre la volonté des renonçants eux-mêmes. On ne peut jamais tout à fait échapper à un héritage. Mais on ne peut pourtant sans doute pas non plus en conserver la forme intacte, ne serait-ce que parce qu'il y a eu substitution de support, changement de contexte, réinterprétation. Autrement dit, entre l'impossible conservation intégrale d'un côté, ou rejet sans reste de l'autre, ne demeure qu'une seule attitude possible, celle de l'inventaire et de l'examen de ce dont on hérite. Si en effet on hérite bien d'abord de tout, une série d'attitudes reste encore possible vis-à-vis d'un héritage reçu. Pour poursuivre la comparaison avec l'héritage des biens, on peut laisser en déshérence ou même dilapider un héritage, ou bien le faire fructifier en s'appuyant dessus pour y ajouter des formes nouvelles. On peut aussi le stériliser dans une déférence sacralisante ou en sonder les richesses et potentialités tout en l'amendant en fonction de nos attentes et contenus propres. La notion d'héritage ne nous condamne donc pas au conservatisme patrimonial pieux et déférent. Figer l'héritage, c'est au fond paradoxalement risquer de mettre à mort une nouvelle fois, ce qui du passé pourrait vivre encore, renouvelé et irrigué par la vitalité du présent. Alors qu'à l'inverse, rejeter, ou pire encore, ignorer les héritages, c'est se couper de ce qui, du passé, en dépassait les limites contingentes, en tendant vers un commun, voire universel, qui ne peut que nous aider à nous arracher à nos propres particularités et limites d'époque. Nous n'avons donc évidemment d'autre chemin que celui des inventaires critiques d'héritage, qui suppose leur reconnaissance et étude attentive. Ce qui est engagé dans notre rapport aux héritages n'est donc pas un élément mineur. Il ne s'agit de rien moins que de ce qui constitue une sorte de communauté mouvante avec les morts, et de ce fait des vivants entre eux par la médiation de contenus partagés avec les morts. L'héritage transmis engage pour l'homme le rapport aux prédécesseurs, parents, ancêtres, groupes humains, dont les membres d'une société se disent les descendants, dont ils tirent parti dans ce qu'ils reconnaissent comme leur identité commune et partagée. L'héritage constitue ainsi un corps qui résiste à la mort, et qui finalement engage de façon assez singulière le rapport anthropologique plus général à la vie et à la mort, ce sur quoi nous pouvons brièvement nous interroger pour finir. La synthèse de la vie et de la mort peut se réaliser par deux formes d'absorption analytique, sous le primat de l'un des deux termes. Il est possible de déclarer morte la mort, par l'idée d'immortalité, qui revient à croire dans le triomphe de la vie sur la mort. Il est également possible de chercher à débarrasser la mort de toute vie. Dans ce cas de figure, c'est la vie qui intègre en elle la mort comme horizon d'une finitude indépassable. Mais il y a peut-être une forme de synthèse qui est moins que l'immortalité, quelque chose de plus modeste, mais aussi de plus assuré, et pourtant plus que la seule finitude, quelque chose de plus ambitieux, mais pourtant fragile et incertain. Il y a l'héritage. L'héritage est en effet ce qui subsiste de soi après soi, au-delà de la finitude donc, mais qui pourtant disparaît peu à peu dans la succession des générations, en deçà de l'immortalité. L'héritage ne vit d'ailleurs comme tel que pour autant que certains en portent encore la mémoire. Il n'a pas d'existence objective reconnaissable de l'extérieur. Il n'est vie continuée que pour ceux à qui il manifeste la trace de ceux qui ne sont plus. Comme le dit joliment le titre d'un article d'Anne Gottman qui concerne notre sujet, « Le vase, c'est ma tante ». C'est pourquoi il est existence prolongée, mais de façon incertaine et vacillante.